Récemment, de nombreuses personnes ont fait part d'allégations explosives à l'encontre de deux des plus grands noms de l'industrie musicale, Diddy et Jay-Z. Il paraît que ces titans du hip-hop ne se contentent pas d'envoyer des rythmes, mais qu'ils envoient des corps. Oui, vous avez bien entendu, des allégations suggèrent qu'ils ont joué une partie d'échecs mortels entre célébrités, provoquant des ondes de choc qui font ressembler les râles de Kanye à une berceuse. Dans cette vidéo, nous examinerons les détails, en séparant la réalité de la fiction et en explorant les détails entourant ces affirmations choquantes. Biggie Smalls. Dans le monde du hip-hop, peu de noms sont aussi emblématiques que Jay-Z et Diddy. Ces deux personnalités ont joué un rôle essentiel dans le façonnement de l'industrie musicale et ont laissé une empreinte inoubliable sur la culture. Mais en coulisses, leurs relations sont plus complexes qu'il n'y paraît. Jay-Z et Diddy ont partagé un lien profond avec Biggie au début des années 90. Ces trois artistes ont formé un cercle soudé, collaborant sur la musique et soutenant leurs carrières respectives. Plus que de simples amis, ils étaient des frères de jeu. Biggie, originaire de Brooklyn, est rapidement devenu célèbre grâce au conseil de Diddy qui a fondé Bad Boy Records. Diddy a vu l'immense talent de Biggie et l'a aidé à naviguer dans l'industrie musicale, le propulsant vers la célébrité. Pendant ce temps, Jay-Z, lui aussi originaire des rues de Brooklyn, faisait ses propres vagues sur la scène du rap. Alors que leur carrière monte en flèche, Jay-Z et Biggie développent une véritable amitié. Ils respectent leur art respectif et reconnaissent l'impact qu'ils ont sur la culture. Leur lien allait au-delà de la musique. Ils partageaient une profonde compréhension du jeu et un désir de faire avancer la culture. Mais comme dans toute industrie, la concurrence et l'ambition peuvent parfois mettre à rude épreuve les relations les plus solides. Bien que Jay-Z et Biggie aient entretenu une amitié sincère, il y a eu des rumeurs de rivalité entre eux. Les deux artistes se disputèrent à la première place dans le monde du rap, et cette ambition aurait pu créer des tensions entre eux. Diddy, en tant que fondateur de Bad Boy Records, s'est retrouvé au cœur de cette dynamique. Il a entretenu une relation étroite avec Jay-Z et Biggie, jouant le rôle de mentor et de guide dans leur carrière. L'influence de Diddy et son sens des affaires ont joué un rôle important dans le succès des deux artistes. Cependant, comme le dit le proverbe, c'est la tête qui porte la couronne qui est lourde. La pression exercée par le maintien de leur statut et le poids de leur influence peuvent avoir pesé sur ces relations. L'industrie musicale est connue pour sa nature impitoyable et le désir de rester au sommet peut parfois avoir des conséquences inattendues. En 1997, les tensions entre les scènes rap de la côte Est et de la côte Ouest sont à leur comble. Biggie, figure emblématique de la scène hip-hop de la côte Est, s'est retrouvé pris entre les feux de cette rivalité acharnée. Mais sa fin tragique est-elle plus importante qu'il n'y paraît? Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un proche de Biggie aurait comploté sa mort. Et aussi choquant que cela puisse paraître, les doigts se sont mis à pointer vers Jay-Z et Diddy. Des sources proches de la situation ont révélé un détail qui fait froid dans le dos. Jay-Z avait parlé à Biggie 1 heure seulement avant qu'il ne soit abattu à Los Angeles. Cette révélation a fait sourciller et a alimenté les spéculations sur la nature de leur conversation. De quoi a-t-il été question lors de cet appel téléphonique fatidique? Cela aurait-il pu faire partie d'un plan plus vaste? Le meurtre de Biggie n'a toujours pas été élucidé, mais les circonstances entourant sa mort donnent l'image d'une attaque soigneusement planifiée. Dans la nuit du 9 mars 1997, Biggie anime une fête au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Soudain, un agresseur non identifié s'approche de son véhicule et tire 4 coups de feu mortels. La précision du tueur et le choix de son arme laissent penser qu'il s'agit d'un tueur à gages professionnel. Bien que les premières théories aient pointé vers une violence liée aux gangs, la possibilité qu'une personne plus proche de Biggie soit impliquée ne peut être ignorée. La guerre acharnée entre les rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest a débordé sur la violence liée aux gangs, ce qui a facilité l'attribution de la mort de Biggie à un membre de gang. Mais que se passerait-il si la vérité était beaucoup plus proche de nous? L'intrigue présumée se corse lorsque l'on considère les liens entre Jay-Z, Diddy et Biggie. Leurs relations étroites, la rivalité entre Jay-Z et Biggie et la pression exercée pour maintenir leur position dans l'industrie soulèvent des questions sur la véritable nature de leurs interactions. En parlant de Biggie lors du lancement de son livre Decoded à la Bibliothèque publique de New York, Jay-Z a déclaré « Il n'était pas du tout un fauteur de troubles. Il n'était pas du tout un fauteur de troubles. C'était juste un type drôle et charismatique. Je lui ai parlé ce soir-là et il était très heureux d'être à Los Angeles après tout ce qui s'est passé entre la côte Est et la côte Ouest. » Et voici ce qu'il en estimate. Certains de leurs associés suggèrent que, contrairement aux affirmations de Jay-Z, Biggie aurait préféré être à Londres ce jour-là. Dans une interview accordée à Art of Dialogue, Kirk Burroughs, l'ancien président de Bad Boy Records, parle de ce qui s'est passé avant la mort de Biggie. Ils devaient se rendre à Los Angeles pour une remise de prix où leur disque était nominé.
Biggie a décidé de se rendre à Los Angeles plus tôt que prévu afin d'éviter tout problème de dernière minute. Clive Davis, le patron d'Arista Records, avait mis en place un vaste plan de marketing pour Biggie, qui prévoyait notamment un événement médiatique à Londres après la cérémonie de remise des prix. Le vol de Biggie pour Londres était prévu tôt le samedi matin. Le vendredi soir ou tôt le samedi matin, Biggie a appelé P. Diddy, qui lui a dit d'annuler son voyage à Londres. Même s'il était prêt à partir, Biggie a choisi de rester à LA. Il est souligné que Biggie aurait peut-être préféré aller à Londres si Diddy lui en avait donné la possibilité. Burroughs suggère que Diddy aurait choisi d'enregistrer son album à Los Angeles pour s'affirmer. Cette décision, ainsi que le fait d'assister à des événements dans la ville, pourrait avoir contribué à la situation malheureuse. Des mises en garde ont été formulées quant à la nécessité de renforcer la sécurité à LA et des contraintes budgétaires ont été évoquées. Le budget alloué à la sécurité de Biggie s'est terminé avec la partie du voyage consacrée à LA. Et lorsque les plans ont changé, il s'est retrouvé sans sécurité suffisante. Aujourd'hui, tous ces gens prétendent que Diddy a intentionnellement amené Biggie à LA pour qu'il y trouve la mort. Dans la même interview, Burroughs contredit une déclaration faite par Diddy dans une autre interview, où ce dernier affirmait que Biggie voulait aller à Los Angeles. Burroughs affirme que Biggie ne voulait pas partir et qu'il a été persuadé de rester à Los Angeles. Diddy a convaincu Biggie de venir à Los Angeles alors qu'il n'y était pas en sécurité. Il n'a pas assuré la sécurité de Biggie, ce qui n'a aucun sens. Gene Deal a partagé ce point de vue dans une interview, évoquant la situation lorsque Biggie s'est rendu à Los Angeles après la mort de Tupac et les problèmes entre le hip-hop de la côte Est et celui de la côte Ouest. Dans cette interview, Gene Deal commence par répondre à la suggestion selon laquelle Biggie aurait invité les problèmes en se rendant à LA, peu après la mort de Tupac. Il n'est pas d'accord avec cette idée et affirme que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que ce n'était pas une bonne idée pour Biggie de se trouver à LA à ce moment-là. Deal se demande pourquoi Diddy a choisi de louer un studio à Los Angeles pour Biggie au lieu d'utiliser leur propre studio à New York appelé Daddy's House. Deal remet également en question le choix d'envoyer Biggie à Los Angeles, compte tenu des récentes violences et tensions entre les artistes de la côte Est et de la côte Ouest. Avant sa mort, Biggie Smalls envisageait de quitter Bad Boy pour un contrat de plus de 60 millions de dollars, selon Gene Deal. Deal, qui affirme avoir vu le contrat de Biggie avec Bad Boy, a déclaré ceci lors d'une interview. Le contrat indiquait les revenus de Biggie, à l'exclusion des revenus d'édition, qui restaient acquis à Diddy. Lorsque Deal l'a interrogé à ce sujet, Biggie a parlé de projets pour un nouveau contrat afin de gagner plus d'argent. Confirmer les déclarations de Deal sur le contrat Bad Boy de Biggie pourrait être difficile puisque Biggie n'est pas là. Mais la mère de Biggie, Voletta Wallace, a parlé de l'argent qu'il a reçu lorsqu'il a rejoint le label dans son livre de 2005, Biggie, Voletta Wallace, Remembers Her Son, Christopher. Biggie, Voletta Wallace se souvient de son fils, Christopher. Elle a déclaré « La vérité, c'est que Christopher a accepté l'illusion d'un ami et d'un mentor pour environ 25 000 $. C'est la somme avec laquelle Puffy a attiré mon fils. C'était beaucoup d'argent pour Christopher à l'époque, à 19 ans. Il n'avait jamais vu autant d'argent en une seule fois dans sa vie. C'était assez d'argent pour faire croire à mon fils que Puffy était prêt à faire n'importe quoi pour lui. C'était suffisant pour acheter un amour et une loyauté aveugle. Bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, les gens disent que Jay-Z et Diddy pourraient être liés à la mort de Biggie. L'appel entre Jay-Z et Biggie avant la fusillade, les problèmes de la scène rap de la côte Est et les déclarations de leurs proches rendent la situation encore plus intéressante. Diddy serait également impliqué dans la mort de Tupac Shakur, le rival de Biggie. Ça a commencé avec Pac. Pour comprendre les accusations choquantes portées contre Diddy, il faut d'abord se plonger dans les débuts de la relation entre Tupac Shakur et Sean Diddy Combs. Au début, ils étaient des connaissances qui partageaient une passion commune pour la musique et le succès. Tout a commencé lorsque Biggie Smalls préparait son premier album, Ready to Die. Biggie craignait de rater sa chance d'accéder à la célébrité si les choses ne se passaient pas assez vite. Il se plaint à Tupac, qui fait déjà des vagues dans l'industrie, et lui demande de devenir son manager. Biggie pense que les conseils de Tupac peuvent faire avancer sa carrière musicale et cinématographique aussi rapidement que Tupac l'a fait pour lui-même. Cependant, Tupac rejette l'offre, précisant que Biggie doit rester chez Bad Boy Records et que Puffy, comme on l'appelle, fera de lui une star. Malgré ce refus, leur amitié est restée intacte et ils ont continué à se soutenir mutuellement dans leur carrière. Tupac et Biggie étaient plus que de simples amis. Ils étaient des copains de rue. Ils partageaient un lien qui allait au-delà de la musique et leur camaraderie était évidente pour ceux qui les entouraient. Mais comme nous le savons tous, les bonnes choses ne durent pas toujours. Le tournant de leur amitié s'est produit le jour fatidique où Tupac s'est rendu à New York, au studio d'enregistrement Quad. C'est là que Tupac reçoit un appel de Jimmy Henchman lui demandant d'apparaître dans une chanson de Lil Jon.
Lil Jon, était un artiste représenté par Jimmy Henchman, et cette invitation semblait être une grande opportunité pour Tupac. Tupac était loin de se douter que cette invitation allait changer le cours de sa vie pour toujours. Alors que lui et ses associés arrivent au studio, ils sont confrontés à deux voleurs qui les menacent de leurs armes et leur ordonnent de retourner dans l'ascenseur. Craignant pour leur vie, ils ont obtempéré et ont été ramenés à l'étage. À leur retour, Tupac, couvert de sang, raconte l'incident à Biggie, exprimant sa déception et sa trahison. Il pense que ses propres amis l'ont piégé et, à partir de ce moment, il apprend à ne faire confiance à personne. Après le vol, Tupac s'interroge sur la loyauté de son entourage. Alors que Tupac blâme Jimmy Henchman, Haitian Jack et bien sûr Puffy et Biggie pour l'incident, Puffy affirme qu'ils n'ont montré à Tupac que de l'amour et de l'intérêt. Puffy est même allé jusqu'à rejeter la responsabilité du vol sur Jimmy Henchman et Haitian Jack, se distançant ainsi que Biggie de toute implication. Dans une interview accordée au magazine Vibe, Puffy a nié avec véhémence toute implication dans le coup monté, déclarant « Pourquoi aurais-je piégé un type pour qu'il se fasse tirer dessus? Si je dois piéger un type, ce que je ne ferai jamais, je ne serai pas dans le pays. Je serai en Bolivie quelque part. » Puffy a exprimé son incrédulité quant au fait que Tupac puisse les accuser, Biggie et lui. Après l'incident traumatisant survenu au Quad Recording Studios, les relations entre Tupac et Diddy, ainsi qu'avec Biggie, commencent à se détériorer rapidement. La confiance de Tupac a été brisée et il s'est senti trahi par ceux qu'il considérait comme ses amis les plus proches. À cette époque, Suge et Diddy sont également en conflit. Le décor était planté pour une guerre totale entre les factions East Coast et West Coast de la communauté hip-hop. Tupac, animé par la colère et la soif de vengeance, décide de prendre les choses en main. Il pense que Bad Boy Records, dirigé par Diddy, est impliqué dans le montage qui a conduit à son vol et à la fusillade qui s'en est suivie. Dans le but de dénoncer ses ennemis, Tupac a publié un morceau dissident cinglant intitulé Hit 'Em Up. Hit 'Em Up était une attaque sans retenue contre Diddy, Biggie et tout le camp de Bad Boy Records. Le morceau est rempli de paroles explicites et d'affirmations choquantes. Il s'agit d'une réponse directe à la conviction de Tupac que Bad Boy Records était impliqué dans son assassinat et il voulait s'assurer qu'il savait qu'il ne reculerait pas. Le morceau est une attaque verbale contre Diddy et Biggie, les accusant de trahison et revendiquant leur supériorité sur leurs rivaux de la côte Est. L'impact de Hit 'Em Up a été immédiat et profond. Il a intensifié la rivalité déjà tendue entre les factions de la côte Est et de la côte Ouest, alimentant les flammes de la haine et divisant encore plus la communauté hip-hop. Les paroles de la chanson étaient si provocantes qu'elles ont fait l'objet d'un examen et d'un débat intense. Si certains voient dans Hit 'Em Up une puissante expression de la colère de Tupac et un appel aux armes contre ses ennemis présumés, d'autres y voient une dangereuse escalade du conflit. Les paroles ont été perçues par beaucoup comme une incitation directe à la violence, Tupac défiant ouvertement ses rivaux et se vantant de ses prétendues conquêtes. Au lendemain de la sortie du disque, les tensions entre Tupac et Diddy atteignent leur paroxysme. Les deux artistes se livrent à une guerre des mots, Diddy niant toute implication dans le montage qui a conduit à l'assassinat de Tupac. Dans des interviews, Diddy a exprimé sa frustration et son incrédulité face à ces accusations, affirmant qu'il n'avait que de l'amour et du respect pour Tupac. Cependant, Tupac est resté fermement convaincu que Diddy et Biggie étaient responsables de son malheur. Il voit dans leur déni une tentative de dissimuler leur implication et de protéger leur réputation. L'un des incidents les plus marquants de cette période est la bagarre entre Death Row et Bad Boy Records qui s'est déroulée à Atlanta. C'est au cours de cette altercation que Big Jake, un ami de Suge Knight, a été tragiquement tué. Les médias n'ont pas tardé à affirmer que le tueur faisait partie du cercle de Puffy, ce qui a encore renforcé l'animosité entre les deux camps. Interrogé sur l'incident lors d'une interview, Diddy a exprimé sa frustration, niant avec véhémence toute implication ou connaissance des événements qui se sont produits. Il a raconté la nuit, expliquant qu'il s'était rendu au club sans garde du corps et qu'il n'avait eu aucun contact avec Suge Knight. Selon Diddy, il était concentré sur ses conversations avec les filles et n'a pas eu conscience de l'altercation jusqu'à ce que les coups de feu retentissent. Il a affirmé avoir essayé d'aider Suge et a été choqué d'être accusé d'avoir quelque chose à voir avec la violence. Les suites de l'incident d'Atlanta ont laissé les deux parties sur les nerfs, les spéculations allant bon train sur la question de savoir s'il y aurait des représailles ou une guerre totale. La tension entre Tupac et Diddy a atteint un point d'ébullition et la possibilité d'une nouvelle violence plane sur la communauté hip-hop. Pour tenter d'apaiser le conflit, Diddy a envoyé le fils de Lace Farhan, Mustapha, parler à Suge Knight. Diddy affirme qu'il n'a pas envoyé Mustapha avec de mauvaises intentions, mais plutôt pour trouver un moyen de mettre fin à la querelle en cours. Cependant, Suge, toujours en colère contre Diddy, a refusé de rencontrer Mustapha, aggravant encore le fossé entre les deux camps. Au milieu de la tourmente,
Des rumeurs ont commencé à circuler sur les mesures que Diddy était prêt à prendre pour saper Death Row Records. La chaîne de Death Row aurait été mise à prix, avec une récompense de $10 000 pour quiconque la volerait. Cette rumeur n'a fait qu'accroître les soupçons pesant sur Diddy et son implication dans le conflit en cours. Tragiquement, les événements qui ont conduit à l'assassinat de Tupac se sont déroulés dans une chaîne d'événements qui hanteront à jamais la communauté hip-hop. Après le combat de Mike Tyson à Las Vegas, un membre de l'entourage de Death Row rencontre Orlando Anderson, membre d'un gang rival, dans un centre commercial. Une bagarre éclate et l'équipe de Tupac vient en aide à son camarade, battant le membre du gang rival. Animé d'un sentiment de loyauté et d'un désir de vengeance, Tupac affronte également Orlando Anderson. Quelques heures plus tard, dans la nuit du 7 septembre 1996, la tragédie frappe. Tupac est abattu lors d'une fusillade à Las Vegas, subissant de multiples blessures par balle. Transporté d'urgence à l'hôpital, il succombe à ses blessures 6 jours plus tard, le 13 septembre 1996. À la suite du meurtre de Tupac, les accusations s'intensifient. Suge Knight devient un critique virulent de Diddy, l'accusant d'avoir orchestré l'assassinat de Tupac. Suge prétend que Diddy avait le pouvoir et l'influence nécessaires pour faire tuer Tupac, tandis que lui-même fait l'objet d'accusations de la part d'autres personnes qui pensent qu'il est impliqué dans le meurtre. Diddy, quant à lui, a nié avec véhémence toute implication dans la mort de Tupac. Il a maintenu son innocence, déclarant qu'il n'avait rien à gagner de la perte d'un artiste aussi talentueux. Cependant, Keffe D, qui serait impliqué dans la mort de Tupac, a mis en cause Diddy. Controverse et conspiration. D'après l'entretien de Keffe D avec le FBI, il affirme que Diddy l'a approché et lui a offert $1 million pour tuer Tupac Shakur et Suge Knight. Keffe D, lorsqu'on le lui a proposé, a hésité, mais a finalement accepté d'exécuter le contrat sur Tupac. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il mentionne plusieurs témoins de l'accord passé avec Diddy, laissant entendre que d'autres personnes pourraient être au courant du complot visant à tuer Tupac. La présence de ces témoins rend les aveux de Keffe D plus crédibles et ajoute au mystère de l'assassinat de Tupac. La question qui se pose est la suivante. Qui sont ces témoins et pourquoi ont-ils gardé le silence si longtemps? Keffe D suggère que Tupac a confronté Orlando Anderson, le neveu de Keffe D, avant d'être tué. Cela rend la situation plus complexe et nous amène à nous interroger sur l'implication d'autres personnes et sur leurs raisons. Keffe D laisse entendre que l'offre de Diddy et la confrontation avec Orlando ont conduit au meurtre de Tupac. Plus tard, il révèle qu'André Harrell, une autre personnalité influente de l'industrie musicale, était présent lorsque le meurtre a été ordonné. Le rôle d'André Harrell dans le complot de l'assassinat soulève des questions sur ses liens avec Diddy et Tupac. Les aveux de Keffe D impliquent que le meurtre de Tupac n'a pas été commis au hasard, mais qu'il a été planifié par des personnalités influentes de l'industrie musicale. Cela remet en question la croyance selon laquelle la mort de Tupac était uniquement le résultat d'une querelle de gang, suggérant un motif plus sinistre. Mais ce n'est pas tout, il y a plus. Selon 50 Cent, Diddy et Jay-Z ont été impliqués dans une longue liste de meurtres de célébrités, une affirmation aussi choquante qu'inquiétante. Dans de récentes interviews, 50 Cent et Corey Holcomb ont porté des accusations implacables contre Diddy et Jay-Z. Ils affirment que ces magnats du rap ont été impliqués dans une série de meurtres, éliminant des artistes pour tirer profit de leur travail. La controverse entourant les pratiques commerciales de Diddy est un sujet de discussion depuis des années, avec des rumeurs de vol d'argent et d'abus d'artistes sur son label Bad Boy Records. Diddy, cependant, nie avec véhémence ces allégations. Dans une interview exclusive accordée à l'émission The Breakfast Club de Power 105.1, il aborde la question de l'éléphant dans la pièce en déclarant « Si vous pensez que je suis une ordure qui volera jamais rien, je m'appelle Diddy Sean Combs. Je n'ai jamais rien pris à personne de toute ma vie. Tout ce que j'ai donné, c'est l'opportunité et plus d'argent qu'une personne n'en gagnait. J'ouvrirai les portes. » Malgré les paroles fortes de Diddy, la polémique autour de ses pratiques commerciales ne faiblit pas. Le FBI et son rival 50 Cent l'ont tous deux accusé, avec l'aide de Jay-Z, de s'en prendre à de nombreux artistes pour tirer profit de leur travail. Ces allégations ont suscité de vifs débats. L'un des noms qui revient régulièrement dans les discussions sur les méfaits présumés de Diddy et Jay-Z est celui du rappeur emblématique Coolio. Coolio, le créateur du tube emblématique Gangsta's Paradise, est décédé tragiquement à l'âge de 59 ans. Bien que les causes exactes de sa mort restent inconnues, des rumeurs suggèrent que Diddy et Jay-Z auraient joué un rôle dans son décès. Dans une interview accordée à Uproxx en 2016, Coolio a réfléchi à l'héritage qu'il souhaitait laisser derrière lui. Il a exprimé le désir que l'on se souvienne de lui comme d'une personne intelligente et cool, qui a toujours cherché à éduquer les autres et à les rendre meilleurs. Il pensait qu'il était plus important de laisser un impact positif sur la vie des gens que de se souvenir uniquement de sa musique, de sa cuisine
ou de son travail cinématographique. De nombreuses interviews de Coolio avant sa mort laissaient entendre qu'il avait l'intention de dénoncer l'industrie musicale et ceux qui en avaient profité. Des rapports ont fait surface selon lesquels il craignait pour sa vie, affirmant qu'il avait vu des choses qui le mèneraient à sa perte. Bien qu'il soit impossible de déterminer si l'élite des Illuminati aurait envoyé un tueur à gages pour éliminer Coolio, s'il avait eu l'intention de créer des contenus plus controversés, il est clair que sa mort est probablement due à une maladie cardiaque non diagnostiquée. Des rumeurs ont circulé sur l'implication de Jay-Z dans la mort de Coolio. Jay-Z a fait l'objet de diverses rumeurs, allant de l'établissement d'un nouvel ordre mondial à l'utilisation de vidéos musicales et de mouvements de danse pour laver le cerveau des masses. Certains pensent que lui et Diddy sont responsables de la mort de Coolio parce qu'il avait l'intention de dénoncer leur implication présumée dans le côté obscur de l'industrie. Plusieurs personnes, dont Jaguar Wright, un vétéran de l'industrie musicale, ont soutenu ces allégations contre Diddy et Jay-Z. Les allégations de Jaguar ne doivent pas être rejetées à la légère. Selon elle, Uptown Records a débuté avec des leaders comme Andre Harrell, A.L.B. Shure, Heavy D, Puffy et Kim Porter. Leur objectif était de conquérir l'industrie musicale et ils y sont parvenus, mais la tragédie a frappé au cours de la dernière décennie, chaque membre ayant été victime d'un décès prématuré. La première perte a été celle d'Andre Harrell, qui est décédé à 59 ans d'une crise cardiaque fatale. Après sa mort, un autre fondateur, Heavy D, est également décédé d'une crise cardiaque, ce qui a suscité des inquiétudes. Ensuite, Kim Porter, l'assistante d'André et l'ex de Diddy, est également décédée dans des circonstances suspectes, ce qui a donné lieu à des spéculations, notamment des rumeurs d'empoisonnement. La disparition prématurée de Kim Porter a porté un coup dévastateur à ceux qui la connaissaient et l'aimaient. Les détails entourant sa mort sont entourés de mystères, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur la véritable cause de son décès. Selon certaines sources, Kim a été retrouvée chez une amie après un appel désespéré au 911. Elle souffrait de symptômes grippaux et peut-être d'une pneumonie. Immédiatement après son décès, la famille, les amis proches et les admirateurs ont exprimé leur incrédulité et partagé des messages d'amour et d'admiration à l'égard de Diddy et de la famille élargie de Kim Porter. Cependant, à mesure que le choc s'atténuait, des allégations ont commencé à faire surface, suggérant que Diddy pourrait avoir joué un rôle dans la mort de Kim Porter. Le chanteur R&B A.L.B. Shure, le père du fils de Porter, Quincy Brown, a proposé que sa mort ait pu être le résultat d'un acte criminel plutôt que d'une maladie. Dans une légende Instagram aujourd'hui supprimée, A.L.B. Shure a mentionné que Kim courait au moment de sa mort, faisant allusion à une possible poursuite ou altercation. Il lui a même conseillé de contacter le FBI, éveillant les soupçons sur les circonstances de son décès. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a cependant déterminé que Kim Porter était décédée des suites d'une pneumonie lobaire, qu'elle avait peut-être contractée en combattant la grippe. Son décès a été certifié comme étant dû à des causes naturelles. Malgré ces conclusions, les circonstances mystérieuses entourant sa mort ont alimenté les spéculations et les théories du complot. Nombreux sont ceux qui pensent que Diddy, le père de 3 des enfants de Kim, pourrait avoir joué un rôle dans sa disparition. Les allégations à son encontre découlent de l'idée qu'il a sacrifié ses proches pour conserver son pouvoir et son influence dans l'industrie musicale. Il convient de noter que Diddy était le propriétaire de la maison de disques de tous les artistes mentionnés dans ces allégations, notamment Coolio, Biggie Smalls et maintenant Kim Porter. Les accusations portées contre Diddy et Jay-Z ont amené les fans et les initiés à s'interroger sur la véritable nature de leur implication dans ces décès tragiques. Le fait que les proches de Diddy semblent être les plus touchés ne fait qu'ajouter aux soupçons qui pèsent sur lui. Les allégations concernant l'implication de Diddy et de Jay-Z dans ces décès ont jeté une ombre sur leur carrière. Bien qu'il appartienne à chacun d'interpréter les preuves et de tirer ses propres conclusions, on ne peut nier la nature louche et douteuse de ces incidents. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.